Salut Lorraine, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Salut Alexandra, merci de me recevoir, c'est trop cool de pouvoir papoter avec toi. Je vais bien, et toi? Yes, la forme aussi. Trop contente de faire cet échange ensemble. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Déjà, Lorraine Landry, pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques phrases, toi, tu te décrirais comment? Je me décrirais comme, une entrepreneuse qui aime prendre son temps et qui entreprend, dans une dynamique de kiffer sa vie dans un premier temps. Je j'entreprends pas forcément pour, développer un business, monstrueux. J'entreprends tout d'abord, pour pouvoir me créer, une vie qui me fait kiffer. Donc, c'est ce que j'essaye en tout cas de pouvoir refléter sur les réseaux et de manière générale dans ma vie de tous les jours, j'ai envie de te dire. Et je trouve que tu le reflètes très bien. C'est pour ça que je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Là, si tu devais mettre une note sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait pleinement sens? En vrai, tu me prends dans un temps où, je viens juste de déménager à Osgore comme tu le sais. Il y a quelques mois, je t'aurais dit: «Allez 7». Et là, on serait plus depuis une semaine, parce que j'ai déménagé il y a une semaine pile poil, sur une échelle de 9 quand même, hein. Donc je me rapproche de plus en plus vers un quotidien qui me fait vraiment kiffer et j'en suis très ravie, très contente. Ah, trop cool. Et tu sais, Ouais. quel est ce petit point qui manque, tu pourrais aller le chercher où? Ou non, tu t'es pas encore posé cette question? Si, alors le 1 qui reste, j'ai envie de te dire, c'est que je viens juste d'arriver. Donc le temps que je trouve, mes marques, mon café, mes copains, parce qu'en quittant Bordeaux, j'ai quitté tout ce que j'avais, tout ce que je connaissais. Donc il me manque encore peut-être, le point de repère, qui va venir dans les mois à venir. Mais du coup, on se revoit dans un an et je te dis 10, ça te va? Et puis il y a Jennifer Limar, je sais pas si tu l'as croisée dans le mastermind, Oui. qui est là-bas, donc il y a quand même pas mal d'entrepreneurs, Oui, de ouf. sur Osgore. Et si on fait une petite, rétroactivi rét ouh pardon, si on fait un petit passage rétroactif sur, ta vie, le plus bas que tu connu, c'est quoi, tu dirais? Sur 0 à 10? Le plus bas que j'ai connu, je dirais, c'est quand, je suis partie à Bali, pensant que la vie, de van lifer à Bali et d'instagrammeur à Bali allait me faire kiffer. C'était en tout cas, la perception que j'avais lorsque j'ai débuté l'entrepreneuriat. Mon goal, c'était de pouvoir partir à Bali et d'entreprendre de là-bas, de pouvoir travailler depuis mon ordinateur. C'est vrai que ça fait quand même pas mal, rêver lorsqu'on commence l'entrepreneuriat. Je sais beaucoup d'entrepreneurs. Hem Et au final, j'ai réussi à atteindre ce goal-là, donc de pouvoir, aller à Bali et travailler depuis mon ordi et ça a été une grande désillusion. Je me suis retrouvée dans un environnement qui me plaisait pas du tout, avec, la TVA qui m'a rattrapée. Erreur, je n'avais pas suivi mes chiffres. Conseil, suivez vos chiffres, parce que quand tu te retrouves à devoir, payer 20 000 balles de TVA quand tu as pas forcément la trésorerie qui va avec, tu te crois à un gros stop et c'est ce qui m'est arrivé. Grosse désillusion de Bali, j'ai pas du tout kiffé la vibe et je devais 20 000 € de TVA. Donc je me suis retrouvée à poilou, comme on peut le dire, avec, une trésorerie, nullos et une envie de rentrer en France, très, très forte parce que je me sentais pas bien là-bas. Donc là, j'étais sur une échelle de 1 sur, 10, si tu m'aurais demandé, c'était vraiment pas la forme. Et qu'est-ce qui t'a fait, du coup, aller à Bali, à la base? Instagram! Tu vois tellement de trucs à l'époque. Maintenant, je l'ai plus, mais à l'époque, mon feed était constitué, d'entrepreneurs qui allaient à Bali et qui kiffaient leur vie, sur la plage, sur les motos et puis tu travailles le matin et puis après tu vas au reformer et puis après tu fais yoga le soir et cetera. Donc je me disais: «Ah, ça a l'air incroyable, ça a l'air trop cool» et c'est pour ça que je suis partie là-bas, juste sur, un truc Instagram, sans me poser 3000 questions. En vrai, l'expérience était cool parce que ça m'a appris à me connaître, ça m'a appris à comprendre que, j'étais pas forcément de ceux, qui aimait au final sortir à ce point-là de sa zone de confort, en mode ne plus avoir de repères. C'est ce que je pensais avant de moi, je pensais être quelqu'un qui avait besoin de beaucoup bouger et c'est d'ailleurs ce que pensent, les autres de moi. Mais en soi, j'ai appris du coup que j'avais besoin, même en entreprenant, d'avoir un point de repère, un point de ralliement et c'est pour ça que je ne referai plus, le test, de travailler ailleurs sur du long terme, en tout cas. Ouais. Et avant de partir à Bali, du coup, tu étais déjà dans l'entrepreneuriat? Tu étais, Ouais. ouais, tu faisais Ouais, tu faisais ouais, j'étais bien lancée.
Tu faisais quoi du coup? J'étais, dans le yoga. Déjà, j'étais professeure de yoga, j'ai commencé, l'entrepreneuriat il y a 7 ans maintenant, c'est ma 7e année. Donc je suis partie, tu vois, il y a 3 ans. Donc ça faisait un petit moment que j'étais lancée. Donc mon activité en ligne, elle marchait déjà bien. Donc je suis pas partie en mode, YOLO, on verra ce qu'il adviendra. Non, j'avais déjà mon activité en ligne qui marchait bien. Et c'était quoi la question à la base? Tu m'as demandé quoi? Pourquoi je suis C'est partie ça. là-bas? Oh non, c'était justement qu'est-ce que tu faisais avant? Ouais, j'étais déjà dans le yoga. J'avais, notamment une plateforme en ligne de yoga que j'alimentais avec des vidéos et je commençais tout juste à développer les formations destinées aux professeurs de yoga. C'était le début. C'était un peu le pari de: «Est-ce que ça va continuer à de marcher, lorsque je serai 100 en ligne à Bali?» Donc c'était le pari que j'avais lancé à l'époque. Et le yoga, tu es tombée dedans comment? C'est, je sais pas, tu as fait des études, après le bac, tu t'es lancée dans le yoga, enfin, toi, comment ça Ça a commencé tôt. J'ai commencé le yoga, tu vois, j'avais 17 ans. Donc j'étais quand même une baby. À l'époque, j'étais à Lyon, en école de commerce et j'étais dans un environnement qui me plaisait pas du tout, dans lequel je me sentais pas bien. Pour ceux qui connaissent, et qui ont fait école de commerce, c'est quand même une ambiance qui est particulière, qui forge des caractères, mais qui est quand même particulière et dans lequel, je me sentais pas bien, ça me provoquait énormément d'anxiété. Donc à la base, c'est pour ça que j'ai commencé le yoga pour, traiter, mon anxiété, traiter mon stress, traiter au final un mal-être, intérieur, hein, qui était présent et duquel j'arrivais pas à me dépêtrer et le yoga est arrivé dans ma vie à ce moment-là et il ne m'a plus jamais quittée. Lorsqu'on commence le yoga et qu'on comprend, tous les bénéfices que ça peut avoir, sur notre vie, ben, on continue. Faites du yoga. et du coup, tu t'es lancée, directement dans l'entrepreneuriat pendant tes études? Ça a pris, un peu de temps? Comment ça s'est passé le démarrage? Non, j'ai pratiqué le yoga pendant quelques années avant de me lancer. À la base, après, j'ai fait des études, de RH, donc de ressources humaines. Je me suis très vite rendu compte à la fin de mes études, que ça allait pas le faire, que la vie parisienne, dans les bureaux, c'était pas trop mon truc à moi. Et j'ai décidé de partir en Australie. J'ai pas mal voyagé. J'ai vécu, 6 mois en Australie, en mode, van life pour le coup. Là, c'était cool, parce que, j'étais pas en train de travailler depuis mon ordinateur. J'étais en PVT pour ceux qui connaissent, donc je travaillais notamment dans les milieux du vin, donc je faisais les vendanges et cetera. Et c'est en rentrant d'Australie à cause du covid que je me suis dit, «One life, Lorraine, tu aimes le yoga, tu es au chômage, profites-en» et c'est là que j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai commencé par des lives sur Instagram. Donc je donnais des lives à mes copains qui se faisaient chier, pendant le confinement et après ils m'ont dit: «Bah, pourquoi tu fais pas ça sur Instagram? C'est un peu plus simple». Donc j'ai fait des lives sur Instagram et ça a ramené du monde, plus de monde, encore plus de monde et après le covid, on m'a dit: «Tu continues?» J'ai dit: «Bah, oui, j'ai rien d'autre à faire» et on est en 2026 bientôt et je suis encore là. Ah, trop bien. Et comment tu es passée du coup, je suppose dans les débuts, c'était en mode, bah, gratos, pour mes potes, après gratos pour ceux qui viennent. Comment tu es passée à en faire, quelque chose de rentable? Tu vois? Et passer sur un Heu, en vrai, j'ai fait, des conneries pendant longtemps, hein. J'ai fait des conneries en vendant très peu cher, même en faisant du gratuit pendant, je dirais les 2 premières années, j'ai pas gagné ma vie, soyons très honnêtes. Heureusement, j'ai eu de l'aide de la part de mes parents, de la part de ma famille qui m'ont beaucoup soutenue. J'avais également le chômage, donc c'est comme ça que j'ai réussi quand même à m'en sortir, sinon ça allait être compliqué. Je me suis très vite rendu compte au bout de 2-3 ans que être professeur de yoga sur du long terme, ça allait être compliqué. Déjà en termes financiers, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu du yoga, on est majoritairement rémunéré parce qu'on donne des cours à l'heure. Donner des cours à l'heure est égal à on gagne 30 €, sans compter les taxes. Donc, on se rend très vite compte que pour faire une rémunération qui dépasse les 2 000 €, 2 500 €, bah, il faut quand même en donner des cours de yoga et c'est pas tenable. On se rend pas compte, mais donner un cours de yoga, bah, ça demande pas mal d'énergie, que ce soit une énergie mentale ou une énergie physique. Donc au bout de 2 ans à donner uniquement des cours de yoga et à être payée, entre 1 500, allez 2 000, c'est quand je faisais un très bon mois, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire du tout et c'est là que je me suis dit, «Il va falloir t'intéresser à l'entrepreneuriat ma cocotte, sinon tu vas pas pouvoir continuer comme ça» et j'ai commencé simplement à lire des livres d'entrepreneuriat. Je me rappelle, j'ai tapé sur Amazon «livre entreprendre»
et j'ai commencé à commander n'importe quoi, mais c'est comme ça que je me suis mis dans le jus de l'entrepreneuriat et après, sur Instagram, de fil en aiguille, j'ai commencé à suivre des personnalités, notamment Aline The Bee Boost, la première qui m'a inspirée sur le chemin de l'entrepreneuriat. Ah trop bien et Ouais. donc quand tu donnais des cours, c'était en présentiel ou tu étais déjà tout en ligne? J'ai démarré pendant 2 ans, j'étais, en présentiel. J'avais quand même, ma plateforme en ligne qui existe, toujours, que j'alimentais, mais ça me permettait pas de vivre du tout. La majorité de ma rémunération, elle provenait effectivement des cours que je donnais en présentiel, sur Paris à l'époque. Et pour créer du coup cette offre qui soit plus rentable en termes de business plan, tu es partie directement sur les profs de yoga? Avant il y a eu des étapes? Ça a été quoi un peu, ton parcours? Ah, ça a été step by step. Franchement, je trouve ça super dur dès le début de dire, «Bah, voilà ma niche, c'est ça et je me lance là-dedans». Je trouve que ça se façonne au fur et à mesure et en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Aujourd'hui, j'accompagne les professeurs de yoga à développer leur activité, à améliorer leur enseignement. Je suis vraiment sur, une boîte à outils pour eux, pour qu'ils s'en servent, pour kiffer un peu leur quotidien. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, j'étais juste, Laurane, professeure de yoga et je suis allée, c'est vrai, assez rapidement sur une niche qui est l'enseignement du yoga moderne. J'ai une vision qui est très moderne, que ce soit, en termes d'enseignement, mais de manière générale du métier de professeur de yoga et c'est comme ça que je me suis différenciée. Mais c'est venu vraiment progressivement. Au début, c'était juste Laurane, j'enseigne le yoga. Après, c'était Laurane, j'enseigne le yoga fonctionnel et aujourd'hui, c'est Laurane, j'aide les professeurs de yoga à avoir une vision plus moderne de leur métier. Du coup la 1re Lorraine là qui enseignait le yoga, elle arrivait à se générer plus d'argent que celle qui faisait des cours en présentiel et si oui, comment? Tu vois? Comment tu as construit ton business model pour justement ne plus dépendre d'un truc à l'heure? À nouveau step by step. Franchement, ça s'est construit au fur et à mesure des années. Au début, lorsque je me suis rendu compte que ça allait pas être possible de pouvoir, vivre du yoga avec les cours en présentiel, j'ai commencé à me dire: «OK, il faut que tu ramènes en interne ton activité». Donc au lieu de dépendre de la rémunération des studios, je me suis dit: «Il faut que tout cet argent que tu perds, il soit pour toi». Donc j'ai loué des salles. Au lieu d'aller dans des studios et de me faire rémunérer, j'ai loué des salles et du coup, bah, l'argent des élèves revenait à moi et moi j'avais seulement la location à, tu vois, 15-20 € à payer. Donc ce qui fait quand même que ta marge, elle est plus grande. Après, j'ai commencé à donner, bah, du coup, des thématiques d'ateliers. Il y avait plus seulement un atelier, mais je disais, bah, le premier atelier, il va être sur cette thématique et il va y avoir la suite de l'atelier. Donc, j'arrivais en fait à faire des petits cycles d'ateliers, ce qui du coup faisait grossir à nouveau la marge et mon chiffre d'affaires global. Puis, une fois que j'ai réussi à fidéliser cette communauté que je développais en présentiel, mais également sur Instagram, parce que j'étais très présente en termes de création de contenu, j'ai continué et j'ai créé des retraites de yoga. Donc à nouveau, les retraites de yoga permettent, bah, de pouvoir, de un augmenter le chiffre d'affaires et de 2 fidéliser encore plus la communauté et cette communauté par la suite, elle est allée sur la le dernier step qui est mes formations. Donc j'ai créé au final un petit tunnel de vente, qui est assez logique dans le suivi. Tu commences par me découvrir soit sur Instagram, soit sur les cours en présentiel. Si tu aimes bien ce que je fais, tu vas sur les ateliers. Si tu aimes vraiment bien ce que je fais, tu vas sur les retraites de yoga et si tu as envie que tu comprennes comment je fais ce que je fais, tu vas sur les formations. Ultra intéressant. Du coup, quand tu es allée à Bali, tu faisais des immersions, heu, quand tu es partie à Bali, c'est un peu genre je repars de zéro parce que les gens ils sont en France, ils peuvent pas venir en Mmh. immersion, ils peuvent pas venir en local. Comment tu as fait du coup cette bascule? Hem, je l'ai en fait, c'était vraiment sur le moment, je me suis dit: «Qui tout double, ça marche ou ça marche pas». Je savais pas en partant à Bali clairement, concrètement ce que j'allais faire puisque en partant, j'avais quand même, 40 de mon chiffre d'affaires qui était en présentiel, dû aux cours et l'autre partie qui était due, au en ligne, mais au en ligne où j'étais reliée quand même à des cours, en Zoom. Donc ça nécessitait, tu vois, d'avoir des présences, d'avoir des horaires et avec le décalage horaire à Bali, bah, c'était plus totalement ça. Donc ça a été vraiment un pari et c'est là que je me suis dit: «Il faut que tu puisses encore plus développer, le côté VOD». Donc le fait que tu ne sois pas dépendante d'un créneau horaire, d'une présence en ligne, pour pouvoir en vivre et c'est là que j'ai mis un gros coup de boost sur à l'époque, ma formation s'appelait Level Up ton yoga et c'est là que j'ai vendu davantage Level Up ton yoga qui est une formation à destination des professeurs de yoga pour, enseigner un yoga fonctionnel. C'est là que j'ai mis un gros coup de boost là-dessus et ça a plutôt fonctionné. Et si on revient un peu sur cette vibe à Bali que tu aimais pas, heu
qu'est-ce qui disait que tu aimais pas ça? Parce que je suis d'accord avec toi, sur Instagram, il y a des moments, je me dis: «Waouh, ça doit être cool Bali». Mmh. Qu'est-ce qui toi t'a dérangé? Qu'est-ce qui était pas aligné, qui fait que tu t'es dit: «Finalement on est bien en France»? Ouais. Tout dépend de qui tu es, en fait. C'est vraiment, je pense, très personnel. Moi, j'avais une vision de Bali, qui était, je pense, l'ancien Bali. Je surfe avec mon chéri et j'y allais pour le surf, j'y allais pour, la good vibes, j'y allais pour la simplicité et en fait, j'ai pas du tout retrouvé cette simplicité pour ceux qui sont allés récemment à Bali, alors je parle à Bali dans les grandes villes, hein, Canggu et cetera, plutôt dans le sud. Quand tu vas dans le nord, c'est encore préservé, mais le problème, c'est que quand tu as besoin de travailler, la connexion Wi-Fi, elle est que dans le sud. Il y a très peu de connexions dans le nord et c'est ultra compliqué de pouvoir bosser dans le nord. Donc j'étais obligée de rester dans le sud et dans le sud, il y a une vibes qui est quand même ultra particulière. Beaucoup d'influenceurs russes, donc c'est une vibes très pour moi qui était un petit peu superficielle, dans lequel en tout cas je me reconnais pas. C'était pas mes valeurs. Du coup, j'allais bosser dans les cafés, mais lorsque j'allais bosser dans les cafés, je m'y sentais pas bien. C'était ultra compliqué de pouvoir communiquer avec les gens. Tu voyais que c'était pas du tout, ma vibe. Enfin, personnellement, quand je suis sur Instagram, c'est pas pour faire, de l'influence. Je suis pas une influenceuse, je suis une créatrice de contenu, et pour moi, il y a vraiment une différence dans les 2 métiers et là-bas, c'est vraiment très influenceur et peu d'informations de contenu, qui moi, en tout cas, m'intéressent plus. Donc tout dépend de ta vibes, en fait. Si ton truc, tu l'influence, tu là-dedans, la télé-réalité et cetera, ça peut être super cool. Si tu pas là-dedans et que tu cherches de la simplicité, le sud de Bali, c'est pas forcément ce qu'il faut et il vaut mieux monter dans le nord, mais dans ce cas-là, il y a pas de connexion Wi-Fi. Et du coup, tu es restée combien de temps finalement à Bali? Je suis restée quand même 3 mois. Je devais rester 6 mois et on est resté que 3 mois parce que je n'en pouvais plus et que j'avais envie de rentrer. Et du coup là, vous êtes rentrée en France, tu t'es pas dit: «Je tente un autre pays» ou? Non, non, je me suis très vite rendu compte là, comme je t'ai dit, que c'était pas pour moi, en fait. Le fait de bosser, en même temps tu voyages, c'est sûr en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est super dur lorsque tu es dans un endroit un peu paradisiaque également, où tu as plein de choses à faire, d'avoir cette régularité et cette organisation de pouvoir réussir à bosser, à maintenir ton business et en même temps à kiffer le pays. Enfin, moi, je sais que j'ai eu ce truc qui était ultra compliqué de j'avais un peu ce FOMO, de me dire: «Putain, je suis en train de bosser sur un truc qui, en plus, à l'époque, je m'y retrouvais plus», tu vois? C'est le moment où j'aurais dû commencer à pivoter. Je suis en train de bosser sur un truc qui m'intéresse plus tant que ça, alors que j'ai Bali qui est à ma portée de main et dès que j'étais à Bali, j'étais en train de me dire: «Je suis pas en train de bosser». Du coup, je profitais jamais. Pourtant, je suis prof de yoga, mais pour le coup, j'étais pas du tout dans l'instant présent et j'arrivais pas à être dans l'instant présent. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à être dans l'instant présent et que c'est à ce point dur, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste, quelque chose qui est plus aligné. Et c'est là que je me suis posé la question de qu'est-ce qui est plus aligné et que c'était simplement que c'était pas moi. Je me reconnaissais pas dans ce mode de vie, du digital nomadisme. Putain, je suis en train de te chercher le mot depuis tout à l'heure, digital nomadisme. Yes. Et du coup, tu rentres en France, tu accompagnes toujours les profs de yoga, à se former. Hem, Tout roule, comment ça se passe? En ce moment, Bah, du coup, quand est-ce que tu es rentrée à Bali, au fait? De Bali? je suis rentrée il y a 2 ans. Ouais, c'est 2 ans. C'est ma troisième année là où je suis rentrée en France. Entre En le ren retour et aujourd'hui, comment ça s'est Ouais. passé pour toi l'aventure entrepreneuriale? Et beh, en rentrant de Bali, j'ai quand même eu un gros coup dur du coup parce que Bali m'avait bien miné le moral. Hem, donc j'ai eu quand même un an un peu compliqué par la suite où je me suis quand même pas mal cherchée, tu vois? Je te disais qu'à Bali, ça allait pas trop, mais c'était pas que Bali, c'était aussi le fait que, il y avait un truc dans lequel je me sentais plus forcément alignée. On dit qu'il y a toujours un espèce de cycle des 3 ans. Bah, là, ça faisait quand j'étais à Bali, ça faisait le cycle des 3 ans que je faisais exactement la même chose et dans lequel je m'ennuyais un petit peu. Je reconnaissais j'étais moins animée par ce que je faisais au début de l'entrepreneuriat. Quand on commence, on est en mode: «Oh, c'est incroyable, je vais aimer faire ça toute ma vie» et en fait, on se rend compte qu'il y a des paliers, il y a des caps au fur et à mesure qu'on va passer. Moi, je sais que j'ai eu le cap des 3 ans qui a été ultra compliqué, qui a été violent et je l'ai passé quand j'étais à Bali. Donc en rentrant de Bali, j'ai pas voulu tout de suite me poser les bonnes questions. Je pense que c'est ultra dur quand on entreprend de se dire: «Ça fait 3 ans que j'entreprends sur la même thématique, 3 ans que je donne un peu, bah, quand même une grosse partie de ma vie.
à mon business et là, bah, ça me plaît plus et j'ai eu du mal, en fait, à l'avouer, à le reconnaître. Il m'a fallu 1 an et demi, même 2 ans pour réussir à passer ce cap de: «Écoute Lorane, on va être très honnête, qu'est-ce qui ne va pas? Ça te plaît plus ce que tu fais?» «Bah non, ça me plaît plus ce que je fais». Donc j'ai eu 2 ans, tu vois, de très tricky au niveau de: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas?» «Non Lorane, tu continues parce que ça fait trop longtemps que tu fais ça, tu vas pas tout foutre en l'air». Et c'est à partir du moment où je suis allée en mastermind avec PB, hein, que j'ai réussi quand même à sans qu'il ait besoin de me dire quoi que ce soit, sans que vous ayez besoin de me dire quoi que ce soit, je crois que ça m'a donné envie en écoutant tous les témoignages, d'autres entrepreneurs, que ça m'a donné envie juste de kiffer, heu, ma vie, kiffer mon job, au lieu d'être dans une relation de parce que ça fait longtemps que tu fais ça, tu es obligé de continuer à le faire. Ouais. Et tu vois, c'est très récemment, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 1 an que je me suis autorisée à bah, à un peu «abandonner» entre guillemets ce que j'avais fait, auparavant pour, recréer quelque chose qui me fait kiffer et au final on a peur, on se dit: «Oh là là, je vais devoir tout recommencer de zéro». Non, j'ai pas tout recommencé de zéro, parce qu'il y a quand même une communauté que j'ai créée sur, Instagram, par les réseaux, par ma newsletter qui est ultra, fidèle à ce que je propose et au final, peu importe ce que je vais proposer, je sais qu'elle va être là et du moment que je kiffe et que je suis alignée, je sais que les gens, ils vont être contents pour moi et ceux qui sont pas contents pour moi, ils sont partis et c'est très bien comme ça. Il y a sûrement quelqu'un qui sera plus, enclin de pouvoir les accompagner. Ouais et ta peur, c'était, plus la peur de: «Que vont dire les autres si je change alors que je prône ça tout le temps?» ou «Mince, si j'échoue, quel gâchis, j'avais un truc, qui marchait»? Les 2. J'avais la peur de décevoir mes élèves, de décevoir les gens qui bossaient avec moi et je sais que j'en ai déçu. Voilà, c'est une peur qui s'est avérée être véridique parce que, bah, il y a des gens qui adoraient ce que je faisais et le fait que je parlais uniquement d'enseignement du yoga, il y en a qui étaient là pour ça. Donc que j'aille sur des thématiques un peu plus, entrepreneuriales, même si je garde ma casquette, de professeur de yoga et j'adore faire ça, mais je sais que j'en ai déçu quelques-uns. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que, OK, on est là pour créer une offre qui réponde aux besoins de nos clients. Cependant, si toi, tu es plus en train de kiffer ce que tu fais, tu peux pas créer des offres cool qui répondent aux besoins de tes clients. Donc je dirais que le client est roi, mais tu passes avant et tu dois toujours te sentir aligné avec ce que tu crées parce que de toute manière, à un moment donné, si tu es plus aligné, ça se ressent. Je Et le d'ailleurs vois, les entrepreneurs, qui sont je pense que tu le vois aussi, les entrepreneurs qui sont plus alignés avec ce qu'ils font, ouais, ça se sent à 2000. carrément. Et tu penses que tes clients le sentaient d'ailleurs, les 2 dernières années là, que tu étais là, mais plus trop là? Bah, pas tant que ça, tu vois? Parce que j'ai posé la question et je demandais: «Est-ce que vous avez senti que j'étais moins dedans?» et cetera et la plupart des réponses étaient «non». Mes proches qui me connaissent très bien, ils le savaient parce qu'ils me connaissent et ils savaient que j'étais un peu moins enjouée alors que je suis, quand même un tempérament qui à la base aime être enjoué et j'étais un petit peu moins enjouée, donc ils l'ont senti. Mais sur Instagram, c'est vrai que je pense que j'ai un peu «caché mon jeu» entre guillemets, que j'ai fait au max pour que ça sente pas. Mais si j'avais continué de cette manière, ça se serait ressenti à un moment donné, hein. Je pense cette année-là, ça se serait senti, donc c'était pas le bon deal. Permet juste de rebondir pour ceux qui nous écoutent parce qu'il y en a beaucoup qui se comparent à elle, elle kiffe sa vie, elle a plein d'argent, ça marche super bien pour elle. Sur ce truc de: «Je voulais pas le montrer». Pour ceux qui nous écoutent, sachez que sur les réseaux sociaux, vous pouvez penser que la personne kiffe sa vie, que, elle vit sa meilleure life, que son business cartonne et en effet, quand on est dans le ce que je dis toujours à mes clients, on a beau prôner la vulnérabilité, l'authenticité, quand on est dans le flou, c'est difficile de communiquer sur ce flou parce qu'on sait même pas quoi dire, parce qu'on n'a pas mis les mots sur ce flou, on l'a pas digéré, on l'a pas dépassé et que finalement, on arrive à partager avec authenticité et vulnérabilité une fois qu'on a clarifié le truc et qu'on a fait: «Ah OK, c'est ça ce qui jouait en moi. Ah OK» et là, on peut partager. Mais du coup, voilà, je permets juste de rebondir là-dessus et bien le mettre en évidence parce qu'il y en a pas beaucoup qui vont l'avouer que, bah, il y a des moments ça va pas, mais sur les réseaux, et ben, on continue de faire comme si ça va parce qu'il y a le business, qui doit continuer et puis, comme tu dis, tu es même pas sûr que tu veux arrêter, donc tu vas pas balancer un: «Je vais arrêter», alors que finalement tu vas pas vouloir arrêter et là tu as perdu tout le monde. Donc Mais oui. très intéressant,
d'avoir cette Ah mais de transparence. fou. Les réseaux sont que les réseaux, hein. On montre ce qu'on a envie de montrer. Il y a aussi maintenant un peu la vibe de: «Je montre trop que ça va pas». Ça, c'est le nouveau truc. Mais vous voyez, on peut monter dans les 2 sens de direction. On peut montrer que: «Ah bah, ça va super bien», comme on peut montrer de: «Ah bah, ça va super mal» pour faire du reach, de la visibilité sur Instagram. Donc, Instagram, c'est une grande pièce de théâtre, hein. C'est une pièce de théâtre et tu montres ce que tu as envie de montrer, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer. D'où l'intérêt de faire ultra attention à qui on suit sur Instagram. Moi, je sais que très régulièrement, je fais un gros tri, dans les comptes que je suis, pour faire ultra attention à ce qui va me toucher, et au contenu que je vais consommer. Parce qu'on se rend pas compte qu'on devient complètement, passif par rapport au contenu qu'on consomme et c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux, surtout quand, on entreprend, qu'on passe du temps seul, parce que c'est un métier qui est quand même solitaire, du coup, c'est un métier qui peut être plus exposé au scrollage et cetera et c'est un métier en plus où on a besoin d'être inspiré. Mais inspiré, ça veut pas dire être inspiré par tout, n'importe qui, c'est choisir, qui sont ses inspirations. Donc conseil, faites un tri, genre minimum une fois par mois, voyez, qui vous suivez et à chaque fois que vous voyez quelqu'un, qui passe sur votre feed ou dans les stories, posez-vous la question: «Est-ce que cette personne, elle me fait sentir bien?» Si cette personne, elle me fait sentir mal et que je me dis: «Bah, non, pas trop», en fait, on stop de follow. On stop de follow et moi, ça a changé ma vie. Je fais pas attention à ça, tiens, et j'ai l'impression moi de pas trop être impactée par, Ouais, ce truc du regard des l'autre, mais je, ouais, je ferai attention. Tiens, qu'est-ce que ça me touche? tu regarderas, J'aime bien mais moi, ça je dé fais que quand j'ai une intention bien particulière. Enfin, comme j'avais jamais eu Insta avant mmh, d'être entrepreneur, c'est mon outil vraiment de travail dans ma tête où je scrolle parce que j'ai une idée bien précise, observer le marketing de untel pour voir comment, enfin, tu vois? mmh. Avoir des idées très précises et heu et ouais, et pas forcément, pour, enfin, tu vois? Des trucs moi, influenceurs, j'en suis aucun. Clairement, c'est pas mon délire. Pareil. Finalement, sur Insta, je suis que mes concurrents, je crois, et les gens, comme toi, voilà, que je fais des rencontres d'entrepreneurs, mais sinon, je suis que mes concurrents pour faire de la veille, mais pas trop Mais de parce pas que tu as une bonne relation Insta. Tu as une relation Insta qui est sûrement, effectivement, comme tu l'as dit, un peu nouvelle, qui est travaillée et qui est orientée, business. Mais c'est une bonne relation, du coup. Mais je crois que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Quand je vois mes potes ou mes amis professeurs de yoga, quand je les vois faire sur Insta, je suis en mode: «Ah là là, mais tu es en train de te bousiller le cerveau, quoi. Fais ultra attention à ça». yes, carrément, carrément, et puis on le voit aujourd'hui, hein, sur les statistiques, les réseaux sociaux, c'est une horreur. C'est une catastrophe. Ouais. Top! Là, du coup, tu vas te lancer à accompagner les profs de yoga à développer leur activité. C'est quoi un peu ta vision, toi, de l'entrepreneuriat? Quelles sont les choses où tu te dis: «Waouh, ça, c'est vraiment des convictions profondes que je veux faire passer, à mes futurs clients», par exemple? Les valeurs que je veux faire passer à mes futurs clients, ce que je veux refléter? Ouais, exactement. Ouais. Quel genre d'entrepreneuriat tu veux refléter? Je vais sur des thématiques qui sont un peu plus entrepreneuriales, récemment. Cependant, je m'adresse à des professeurs de yoga, donc il est vrai que j'ai envie de pouvoir leur donner une image de l'entrepreneuriat et du «business» entre guillemets, qui est pas forcément tournée business, comme on pourrait le voir sur les réseaux. J'en ai pas mal parlé pendant le mastermind. C'est pas une casquette que j'ai envie d'avoir, le truc de, on fait le business à 6 chiffres, enfin, moi, je pense que j'en ai rien à foutre de faire un business à 6 chiffres. Si je fais un 5 ou si je fais un 4, c'est tout aussi cool. C'est pas pour ça que j'entreprends et c'est donc pas la vision que j'ai envie de donner aux professeurs de yoga. J'ai envie justement de leur montrer qu'on peut aller entreprendre sans forcément chercher, du un business à 6 chiffres, mais plutôt un business, une entreprise qui va permettre de pouvoir, kiffer son quotidien. Le problème avec les professeurs de yoga, c'est qu'on est un peu bloqué dans un quotidien qui fait que je dois donner des cours de yoga à des heures fixes et qui fait que du coup, je ne suis pas libre, de pouvoir créer, mes programmes parce que j'ai pas le temps de créer des programmes, j'ai pas le temps de créer des formations, je dois donner des cours de yoga. Donc on se retrouve bloqué au final dans un système, qui d'ailleurs nous sous-rémunère, hein, comme je l'ai dit et dans lequel on s'épanouit pas. Donc j'ai envie de pouvoir, leur communiquer le truc que on peut entreprendre sans que ce soit du business. Parce qu'il y a aussi ce rejet de la part de beaucoup de professeurs de yoga qui ont pas envie d'aller sur des thématiques entrepreneuriales, sur des thématiques business, parce qu'elles se reconnaissent pas dans le truc de business à 6 chiffres. Donc j'ai envie de pouvoir,
leur donner une autre image de l'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat qui peut simplement leur permettre d'être au service de leur vie et pas tourner autour du mot business, tu vois? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire ou pas? Alors moi, ça me parle Ouais, énormément parce que ouais, finalement ma cible des coachs qui fait le 60 € l'heure, elle ressemble un mmh, peu à la tienne. Alors même si je pense qu'ils gagnent plus à la base avec des séances à l'heure que les profs de yoga. Mais c'est aussi ce truc de tu te retrouves à toujours devoir faire plus d'heures, plus de clients et cetera et être dans un stress permanent sans temps pour prendre du recul et pour toi. Hem, pour les coachs et thérapeutes, tu vois, moi ce que je recommande du coup, c'est de créer ça va être de créer une formule, ou un package, qui fait que, bah, du coup tu as tout besoin de trouver moins de clients, du coup, tu as plus de temps pour toi et pour prendre du recul. Toi, dans le yoga, du coup, c'est quoi un peu la recommandation pour sortir de ce modèle, de tu donnes tes heures et tu les enchaînes? ouais. Alors, la première chose, de pouvoir se dégager du temps en dehors des studios de yoga, c'est la première chose à faire. Donc de pouvoir faire un tri, qui est nécessaire, hein. On ne peut pas garder 20 cours par semaine, même 15 cours par semaine et essayer de développer, une entreprise qui tourne pour soi à côté. C'est beaucoup trop. Donc il faut réussir à se dire: «Quels sont les cours que je donne en présentiel qui soit ne me rapportent pas assez ou soit ne sont pas en accord avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de pouvoir, donner en termes de yoga. Il y a des fois, quand on enseigne le yoga, on sent que ça résonne pas avec un certain studio, avec les élèves avec lesquels on se retrouve en face. Donc c'est déjà de se poser cette question: «Qu'est-ce que je peux enlever comme cours pour me dégager du temps?» Et une fois qu'on a réussi à faire ça, ce qui est pas simple, hein, parce que ça fait très peur lorsque on enseigne, c'est notre, bouée de sauvetage de sécurité de pouvoir enseigner les cours de yoga. Donc ça veut dire que on est en train de s'enlever du chiffre d'affaires, donc ça peut être très compliqué pour beaucoup de professeurs de yoga de prendre ce risque parce qu'effectivement, c'est un risque à prendre. Mais au final, on se rend très vite compte que ce risque, il va faire baisser un peu le chiffre d'affaires, c'est sûr, sur, 1, 2, 3, 4 mois. Mais après, ça va permettre de pouvoir faire augmenter le chiffre d'affaires puisqu'on a pu réfléchir sur justement: «Qu'est-ce que je peux créer comme atelier, comme série d'ateliers? Où est-ce que je peux louer une salle pour pouvoir donner moi mes propres cours?» Si on va sur des thématiques, de retraite de yoga, quand est-ce que je pourrais créer ma retraite de yoga? Qu'est-ce que je peux créer en fait qui me fait kiffer? Est-ce que c'est une formation, qui me fait kiffer? Ça va être de pouvoir se dégager du temps pour remettre ses idées au clair sur à qui j'ai envie d'enseigner le yoga et à partir de ça, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Mais ça demande du temps et ce temps, cet espace, on ne l'a pas si on est bloqué, avec, toi pour les coachings, j'imagine que s'ils sont bloqués avec, 3 heures, 10, 5 heures de coaching tous les jours à 60 € de l'heure, tu pas d'espace de réflexion, t'as pas d'espace mental et c'est nécessaire d'avoir de l'espace mental pour pouvoir être créatif. Si on sur les offres qu'on va créer, si on n'est pas créatif, qu'on n'a pas d'espace mental, il y a rien qui peut se créer. Donc il faut faire le ménage, en fait. Il faut faire le ménage dans un premier temps. Marie Kondo, hop là. Ultra clair, c'est dans le vide qu'on crée le mieux. Ultra intéressant, je vois que le temps passe. Pour des personnes qui veulent se lancer, justement, dans l'entrepreneuriat ou qui hésitent, basé sur toi, ton expérience, les erreurs que tu as faites, ça serait quoi un peu les principaux conseils que tu donnerais pour, bah, bien vivre l'expérience? Parce que du coup, j'ai compris, tu es un peu aligné avec moi, c'est pas forcément faire 6 chiffres, l'objectif final. L'objectif final, c'est de kiffer son aventure entrepreneuriale tout en, bien évidemment, Mmh. quand même, tout en subvenant à ses besoins. Quels sont un peu les conseils qui te viennent comme ça là? La première chose que je vois trop et qui franchement fout beaucoup d'entrepreneurs dans la panade, c'est de tout quitter du jour au lendemain, sans garantie financière, en se disant: «Je vais réussir à vivre du business en 1 an» ou «Je me donne 1 an pour vivre de mon business». Waouh, waouh, waouh! En fait, vous vous foutez une pression sur les épaules qui est énorme et on parlait de créativité, on parlait de ça il y a 2 secondes et qui vous coupe complètement de votre créativité parce que s'il y a une dose de stress, d'anxiété qui est trop élevée dans le quotidien, la créativité baisse. C'est vraiment un ratio qui est prouvé par la science, hein. On peut pas être créatif, on peut pas être, intuitif et suivre son intuition si on a une charge mentale qui est énorme et le problème, c'est que en quittant tout du jour au lendemain, si, on n'a pas forcément de garantie financière et cetera, c'est ultra risqué et nous, je vois tellement de professeurs de yoga qui quittent tout du jour au lendemain et qui se foutent dans la merde, quoi. Donc un conseil, c'est soit on arrive à faire les choses bien, donc les choses bien, ça veut dire
j'ai le chômage, un chômage qui est assez conséquent, pour pouvoir me protéger pour les 3 prochaines années à vivre. Je pense qu'il faut, environ 3 ans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Les 3 premières années, elles sont quand même tricky. 1 an en entrepreneuriat, c'est court, c'est très, très court. Donc si vous dites: «Oui, il faut que je réussisse, à entreprendre en 1 an», bah, vous vous foutez dans la merde. Ayez un plan qui va vous permettre pour 3 années minimum d'avoir de la rémunération, soit le chômage, soit d'avoir un proche, qui est là, qui vous aide, d'avoir un conjoint qui peut rapporter de l'argent, afin que l'argent ne soit pas, une problématique les 3 premières années. Si vous êtes dans une recherche d'argent immédiatement dans la première année, les 2 premières années, vous allez pas faire les choses bien. Parce que vous allez faire les choses dans la précipitation, et souvent, c'est des choses, du coup, qui ne sont pas alignées avec ce qu'on a envie de créer, avec nos valeurs et un business qui roule, c'est un business qui est aligné avec ses valeurs intrinsèques et s'il y a pas de valeurs intrinsèques qui sont alignées avec le business, il y a rien qui fonctionne. Mettez-vous à l'abri par rapport à ça. Et si jamais il y a pas cette possibilité parce que, bah, tout le monde a pas la possibilité d'avoir un chômage, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir, bah, de l'argent de côté de son conjoint, hein. Parfois, bah, on n'a pas de chômage et on entreprend seul et on a 2 gosses. Donc si vous êtes dans cette situation, ne faites pas ça. Ne quittez pas tout pour pouvoir, vivre du jour au lendemain de votre business. Prenez un temps partiel pour commencer. Et essayez de pouvoir, sur vos heures libres, de commencer à faire de la création de contenu, de voir si ça prend, de faire, les adaptations si nécessaire. Mais vous voyez, de le faire vraiment step by step et de vous protéger mentalement à tout prix de ce besoin d'argent qui nique tout. En tout cas, c'est ma vision de la chose et c'est le conseil que je donnerais si je dois en donner un, il y en a plein, mais c'est le conseil que je donnerais quand même. Yes, je suis totalement alignée avec toi. La pression financière, ça foire, Mmh. Ça ça foire foire ton tout. kiff, ça foire tout. Ça peut marcher peut-être 3 mois dans la douleur, Ouais. mais après à un moment donné, ça foire. Je suis un peu moins, pessimiste peut-être, je sais pas comment dire, que toi sur les 3 ans. Je pense que tu peux quand même Ouais. réussir, en 1 an. Par contre, moi, en effet, les clients qui me disent, «J'ai besoin d'argent d'ici, 3 mois», bon, bah, ne viens pas chez moi, va prendre un job alimentaire, tu prendras pas les meilleures décisions. Pour moi, j'ai toujours dit, ouais, c'est 1 an pour moi le bon truc et Alors quand je dis 3, c'est plus 3, tu gagnes vraiment ta vie. 3, ça ouais, roule. 3 1, ça roule bien. tu commences à te dégager un salaire, mais souvent c'est quand même pas ultra stable. C'est les premiers trucs où tu te dis: «Ah oui, ça commence à payer, je commence à voir le résultat du truc» et 3 ans, c'est bon. En fait, ça roule et j'ai compris le mécanisme. En tout cas, c'est comme ça Ah, que c'est je le vrai, moi vois. ça m'a pris 3 ans pour remplacer mon Voilà, salaire, d'avant. Après tout dépend des ambitions des uns et des autres. Moi, je tiens pas mal de clients. Ouais, non, tu me diras, non, c'est varié. Il y en a qui vont avoir juste besoin de 1 000-1 500 parce qu'en effet, il y a le mari. Donc tu vois, c'est pas trop de aussi. pression. Du coup, tu en 1 an, tu les as sans aucun souci. C'est ça, tout dépend de combien tu as besoin. Voilà, ça. Il y en a qui vont avoir plus besoin de 5 000. Bon, bah, du coup, là, c'est un peu plus challengeant. Voilà. Et Cinq mille au bout d'un an, c'est chaud voilà, patate. faut y aller. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que quoi qu'il arrive, la pression financière, c'est là où tu prends les moins bonnes, décisions. Mieux vaut un job à temps partiel, en parallèle. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Oui, en parallèle, créer du contenu. Est-ce que tu penses aujourd'hui que justement être sur les réseaux sociaux, c'est un indispensable? Ouais, de ouf. Enfin, je sais que tout le monde chacun a son avis sur ça. Moi, je suis de l'avis que la création de contenu, c'est de là que proviennent, les premiers clients. Enfin, tout dépend de comment tu consommes et ta manière de consommer, mais moi, je sais en tout cas, de mon expérience personnelle, que je passe tout d'abord par la création de contenu pour faire confiance à la personne et pour par la suite acheter. Alors, c'est pas une chose sur laquelle on doit se reposer parce qu'il y a pas uniquement la création de contenu, qui permet de pouvoir, fidéliser des clients, mais je pense que c'est une porte d'entrée qui permet de pouvoir faire découvrir ton univers. Donc, sans création de contenu, bah, c'est un peu plus compliqué, ça peut prendre plus de temps. Donc je trouve que c'est un élément qui permet de juste, griller quelques étapes et de pouvoir connecter plus facilement avec les gens. Après, tout dépend de si ça te fait kiffer ou pas. Moi, je sais que j'adore créer du contenu et que, du coup, c'est pas forcément une tare pour moi de créer du contenu. Mais je sais que c'est le cas de pas mal d'entrepreneurs qui détestent ça. Après, tout dépend de comment est-ce que tu crées du contenu et quelle est ta relation à ça? Et est-ce que tu kiffes le contenu que tu crées? Il y a trop d'entrepreneurs qui se forcent à faire des trucs qu'ils ont pas envie de faire. Si un carrousel, ça te fait chier, pourquoi tu t'entêtes à créer un carrousel?
Si le reels, ça te parle plus, fais du reels. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de créer du contenu différent et je pense qu'on peut se faire kiffer, mais en sachant quel est le type de contenu qui nous fait kiffer aussi et de pas uniquement suivre, bah, l'algorithme, il a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc je fais ça ou alors, machin qui f est mon concurrent et qui marche super bien, il a fait ça, donc il faut que je fasse ça. Non, crée du contenu qui te ressemble. Sinon, à nouveau, on parlait du fait d'être aligné, bah, ça marche aussi sur ton contenu. Si tu pas aligné, ça se sent que tu pas à l'aise sur le contenu et tout, donc fais-toi kiffer, quoi. Ouais, carrément et là-dessus, je te rejoins. Je pense aussi que les réseaux sociaux, c'est un indispensable. Pas forcément, je trouve quand tu as une activité en local, puisque Oui, finalement, c'est tu vois, différent. tu touches tout le monde, sur les réseaux sociaux et ça sert à rien parce que les Oui. 3 quarts n'habitent pas à côté de chez toi. Mais par contre, dès que tu veux faire du truc en ligne, pour moi, c'est obligatoire et sur quoi je voulais rebondir, pardon? Je voulais rebondir sur, oui, je suis persuadée un peu comme toi qu'il y a forcément une manière de communiquer qui te correspond. Il y a forcément une manière de créer du contenu qui te fait kiffer et comme tu dis, c'est ne pas faire les choses parce qu'un tel a dit que, parce que l'algo a dit que. Donc clairement, si tu aimes pas la vidéo, va pas sur Instagram. Il y a quand même des règles, mais il y a forcément un réseau social qui est fait pour toi, une manière de communiquer qui est fait pour toi et c'est, trouve de kiff. C'est comme tu le dis, quand tu kiffes pas et on le voit, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je sais pas, ils sont à fond pendant 3 mois et après tu les vois plus On pendant ne voit 6 mois. plus. Puis après ils reviennent 1 mois, puis après ils repartent. Parce que je Ouais. pense que tu tiens, ouais, peut-être 3 mois grand maximum en te forçant et en faisant un truc qui te correspond pas et après tu as juste une overdose et du coup tu déconnectes de tout. Donc là-dessus, comme toi, je pense que Mais il y a faut rien de pire, de pas être régulier. Enfin, c'est choisis une plateforme au début qui te fait kiffer, sur laquelle tu te sens à l'aise et va à fond sur cette plateforme. Mais alors le truc de je vais un peu sur LinkedIn, après j'essaye une vidéo YouTube, après je vais sur Instagram et puis comme tu dis, je disparais pendant 6 mois, bah, ça marche pas du tout, hein. Régularité. yes, carrément. Mmh. Et bien, un grand merci à toi, Lorane, pour toutes ces informations, que tu nous as déjà transmises et toutes ces pépites. J'aime bien terminer les épisodes, c'est même pas j'aime bien, c'est tous les épisodes terminent toujours par une question de coaching qu'on va poser à nos auditeurs et qui vont méditer en marchant et en musique. Est-ce que comme ça, tu as une question à leur poser qui soit toi, une question que tu aimes bien te poser, régulièrement, soit une question que tu t'es posée un jour dans ta vie et tu as dit: «Waouh, ça c'est game changer, il faut que tout le monde se pose cette question». Voilà, soit ce que tu veux, mais bref, une question que les auditeurs peuvent, se poser pour comme ça apporter toujours du mieux dans leur vie. Mmh. Quelle serait l'offre, en ligne ou en présentiel, qui te ferait kiffer et qui a le pouvoir de pouvoir créer de l'argent? Génial cette question et là, il va falloir bien marcher, je pense, hein. Je ne sais pas si les 2 minutes de musique vont suffire, mais en tout cas, vous allez avoir 2 minutes à la fin pour réfléchir à cette question, avec, l'importance, comme tu l'as souligné, du kiff, Le heu, kiff. parce qu'on peut kiffer et gagner de l'argent. Les 2 sont pas incompatibles. Un grand merci à toi, Lorane. Pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des mots doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur Instagram, Laurane Landry. Je suis uniquement sur cette plateforme. Top et ben je mettrai, le lien de ton Instagram, dans le descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi et puis je te dis, à très vite. Salut. Ciao.